Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manito, on a le plaisir d'écouter Georges Spira, toujours de parler de l'histoire juive, des Juifs de Pologne. On continue. Bechavot, Georges. Merci, Johan. Alors, bonsoir tout le monde. Et puis, je vais commencer. Alors, ce soir, c'est chouette. On commence par un immense carnet de famille. Et comme que des bonnes choses, alors ça nous fait du bien par les temps qui courent. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Ouais, je sais pas, c'est pas bien centré. Une seconde. C'est encore pas ça. Voilà. Alors, d'abord, Raphaël et Simone Friedheim, qui sont des fidèles, ont eu une arrière-petite-fille. Donc, Mazel Tov pour Raphaël et Simone. Georges et Eliane Veil ont marié un petit-fils. Mazel Tov, encore une fois. Ah, mais on n'a pas fini. Maxime et Daniel Schiff, Maxime il est à l'écran, ont marié une petite fille. Encore Mazel Tov. Et puis, je pense qu'il y en aura encore d'autres en gestation, mais ça, chaque chose en son temps. Yitzhak et Ruti Birman, alors là, c'est compliqué. Ils ont eu la bar mitzvah d'un petit-fils, ils vont avoir la bar mitzvah d'un petit-fils à Purim et le mariage d'un petit-fils à Shoshan Purim. Là, c'est 2 fois Mazel Tov. Ah, ça fait beaucoup. Et j'ai pas fini. Le rabbin Alexis et Anne Bloom ont eu la naissance d'une petite fille. Et ça, c'est tout frais. Ça date d'hier, je crois. Donc voilà, vous voyez que c'est un joli carnet de famille. Mazel tov à tous à ses amis et continuons sur cette voie, ça fait du bien à tout le monde. Voilà, ça c'est pour le carnet de famille. Et puis maintenant, ben, on va rentrer dans le vif du sujet avec d'abord un petit résumé de ce qu'on a fait la dernière fois. On parle de la situation juridique et économique des Juifs en Pologne après 1648. Donc après le déluge, c'est-à-dire les massacres de Chmielniki. La dernière fois, on avait parlé des Juifs qui deviennent une espèce de balle de ping-pong, un objet de lutte d'influence entre le roi, les magnats, donc les grands propriétaires de terrains latifondiaires, l'Église et la Diète qui est le Parlement et qui est souvent en opposition avec le roi. Ce qui est assez récurrent, c'est que les rois, en général, ont protégé les Juifs. De même d'ailleurs que la noblesse, mais ça, nous y reviendrons encore ce soir. Autre chose que nous avions vu, un très grand développement démographique de la population juive, mais pas seulement. Les non-juifs de Pologne aussi ont un fort développement démographique, moins que les juifs, mais quand même important. Mais surtout, un deuxième phénomène très important, c'est la ruralisation de la population juive. Environ 6% des juifs habitaient à la campagne avant 1648 et on passera progressivement à 25% de la population qui va loger dans les campagnes. Ce sera la naissance des ghettos, des shtetl que vous connaissez, cette image qui est récurrente et que nous avons tous à l'esprit. Cette image n'existait pas avant le XVIIe siècle. Voilà. Et puis nous avons parlé des législations et surtout le fait qu'il n'y a pas une législation unique en Pologne. Il y a une législation pour chaque voïvode. Le voïvode, c'est un découpage administratif de la Pologne en différentes régions. Là, je vous ai amené une petite carte où on voit ce que c'est que les voïvodes. Chaque couleur, là, attendez voir, vous arrivez peut-être à lire. Chaque couleur, là, c'est une autre voïvode, donc une autre région administrative. Et chaque région administrative a sa propre législation. Et elle peut être très différente. Alors, il y a des lois qui sont communes à toute la Pologne, mais en ce qui concerne les Juifs, les législations sont légales, pas seulement les Juifs d'ailleurs. Par exemple, on a, selon la voïvodie, le droit ou pas de tenir des auberges. On a le droit, selon la voïvodie, ou pas, de gérer des terres. On a ou pas le droit d'habiter la voïvodie, ou d'habiter les villes, ou d'habiter les campagnes. Donc les lois sont très divergentes, différentes.
ce qui rend l'étude de cette histoire assez compliquée, parce que chaque région est différente et nous allons encore l'illustrer ce soir. Je vous ai aussi parlé du statut d'incolat. L'incolat, c'est un droit de résider sans pour autant avoir la citoyenneté. Donc, les Juifs ont le droit d'habiter la Pologne, mais ne sont pas citoyens polonais. Voilà. On avait un incolat en France aussi, hein. On résidait sans avoir la citoyenneté, mais pire que ça encore. Euh, Lors d'un exposé que j'ai fait sur les Juifs à Paris, j'ai raconté que nous vivons en France, c'est un aparté, hein, ça n'a rien à voir avec le cours. Jusqu'en 1394, les Juifs ont été expulsés de France par Philippe le Bel, et depuis, il n'y a aucun décret de réintégration des Juifs dans la nation française. C'est-à-dire que les Juifs aujourd'hui en France n'ont pas le droit de résider. Voilà, alors ça semble absolument farfelu. On a accordé la citoyenneté aux Juifs de France en 1791, alors qu'ils n'ont pas le droit de résider. C'est quand même assez curieux. Voilà, mais ça c'est un aparté. Alors nous avons également parlé de la Diète, donc le Parlement polonais qui prend de plus en plus le dessus sur la gestion des Juifs, contrôle de plus en plus les Juifs au détriment du roi. Il ne va pas toujours se laisser faire, mais quand même progressivement, la Diète aura de plus en plus d'autorité sur les Juifs et ça amènera un certain nombre de lois antisémites. On a aussi parlé de l'apparition des accusations de crimes rituels et surtout de trahison lors de la guerre contre les Suédois ou contre les Moscovites. Nous avons parlé des procès intentés par les bourgeois. Alors les bourgeois sont une classe sociale qui habite dans les villes, qui tient le commerce et l'artisanat, qui travaille là-dedans, et qui fait des procès aux commerçants et aux artisans juifs à cause de la concurrence qu'ils leur font. On a parlé un peu de Varsovie en disant que Varsovie était interdite aux Juifs. C'est pour ça qu'ils y sont très nombreux d'ailleurs. Ils représentent 8% de la population en 1792, c'est donc un chiffre important. Ils habitent deux quartiers de Varsovie, la Nouvelle-Jérusalem. Il y a toujours encore une rue de la Nouvelle-Jérusalem aujourd'hui à Varsovie, et un quartier qui existe encore qui s'appelle Praga. Les Juifs sont dans le commerce et l'artisanat local, également dans le commerce de l'import-export. Ça, c'est à Varsovie. C'est encore une fois différent selon les voïvodies. Les bourgeois s'opposent également aux Juifs en Lituanie et en Russie pour exactement les mêmes raisons, les raisons de concurrence. Et je vous ai raconté l'histoire de Joseph Israelovitch de Zamość. Zamość, c'est la troisième à gauche, après le feu rouge, c'est dans la voïvodie de Lublin. Ça se trouve ici, là où j'ai mon doigt. Voilà Zamość. Donc, au sud-est de la Pologne. Ce monsieur, Joseph Israelovitch de Zamość, était le facteur du roi. Facteur du roi, ça veut dire le gérant, le chargé de la gestion économique des biens du roi. Et puis, il était extrêmement puissant et finalement, il a terminé ruiné parce qu'il a investi dans des distilleries, enfin, peu importe, je vous passe des détails, on l'avait vu. Et nous avons parlé, pour terminer, du rôle de prêteur, donc de financier des Juifs en Pologne. Et pendant la première moitié du XVIIIe siècle, au tout début, plutôt le premier tiers du XVIIIe siècle, et ensuite leur puissance financière va considérablement diminuer et cette fonction passera dans d'autres mains. Au contraire, les Juifs vont commencer à s'endetter, ce qui est un phénomène tout à fait nouveau pour la Pologne à l'époque. Voilà, nous en étions là. Et puis, on va continuer un petit peu. Et voilà. Alors, la situation n'est pas la même partout. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Par exemple, au XVIIIe siècle,
96% des revenus de Białystok. Białystok, c'est le nord de la Pologne. Ça se trouve, je vous le montre là sur cette carte. Voilà. Białystok, c'est là-haut. Voilà Białystok. Le reste de la Pologne, à la frontière avec la Biélorussie. 96% des revenus de Białystok proviennent de l'affermage des biens aux Juifs. Alors voilà, une voïvodie où les Juifs afferment les terres des nobles, évidemment, produisent des revenus. 96% des revenus de Białystok relèvent de l'affermage de biens par les Juifs. En 1765, le magnat Branicki déclare que les Juifs sont ses banquiers. Alors voilà, tout à l'heure je vous ai dit, ils prêtent plus d'argent les Juifs. Ah oui, mais c'est pas uniforme. Il y a des régions où on a des Juifs riches, il y a des régions où les Juifs sont extrêmement pauvres. Dans une même région, on peut trouver des Juifs riches et des Juifs excessivement pauvres. C'est d'ailleurs la majorité. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et donc, c'est compliqué parce que c'est absolument pas uniforme. D'ailleurs, ce sera un des problèmes de la communauté. On va voir ça après. Alors, les Juifs afferment également les impôts. Vous connaissez le système. Ils doivent donner un certain capital au roi. Ce qui excède ce capital, c'est pour leur poche. Évidemment, ils ne se font pas beaucoup de sympathie en affermant les impôts. Et ce sera une des sources d'ailleurs de la judéophobie en Pologne. L'affermage des impôts, le rôle des artisans, des commerçants. C'est curieux, je ne parle pas de l'Église là. On va voir ça tout à l'heure. Alors, leur part dans le commerce national et international, pardon, est grandissant. Alors ça aussi, on a une image un peu trompeuse. Ils sont très investis, mais c'est très très peu de gens, sont très investis dans l'import-export. Et on a des chiffres tout à fait intéressants. À la foire de Leipzig, Leipzig, c'est en Prusse, c'est donc la frontière allemande. En 1678, il y a 69 marchands juifs sur 649 marchands polonais, c'est-à-dire environ 10% des marchands sont juifs. 1678. 1756, 70 ans après, on est après les massacres de Chmielniki, donc une dégradation de la situation économique des Juifs, mais là, dans l'import-export, non, ce n'est pas le cas. On a 8 marchands juifs à cette foire de Leipzig et 28 marchands polonais. On passe de 10 à 28% des marchands sont juifs. Je vous saute les étapes pour la dernière, 1793, où on a 36 marchands juifs sur 42 marchands, c'est-à-dire 85,7% des marchands polonais à la foire de Leipzig sont des juifs. C'est considérable, considérable. Donc, ils ont bouté dehors les bourgeois qui faisaient ce trafic. Comment y sont-ils arrivés? Précisément parce qu'ils ont des relations avec les grands propriétaires terriens. On parle là beaucoup d'exportation, de céréales, de bois, etc. Donc, des produits qui appartiennent aux magnats, que souvent gèrent les Juifs, et donc ils sont en prise directe avec la marchandise. En gros, sous les rois saxons sont des rois d'origine allemande qui ont régné en Pologne entre 1697 et 1763, nous sommes là toujours après 1648, cette date fatidique. Les Juifs représentent 75% des marchands présents à la foire de Leipzig. Ils contrôlent les 3/4 de l'exportation et 10% des importations. Alors, les importations, parce qu'il faut un lien à l'étranger, c'est moins évident, alors que pour l'export, encore une fois, ils sont en prise directe avec les zones de production par les intendants des grands domaines. Alors, c'est une situation qui prévaut pendant la première moitié du XVIIIe siècle, essentiellement à Poznan. Poznan, je vous montre ça parce que la situation géographique est importante pour comprendre un petit peu.
Alors, où il se trouve, Poznan? Voilà. Poznan, c'est la Grande Pologne. C'est en plein milieu de la Pologne. C'est là, Poznan. En plein milieu de la Grande Pologne, ce qu'on appelle la Grande Pologne. Le centre, le cœur de la Pologne. C'est là, d'ailleurs, on aura le plus de shtetl et de juifs dans des petits villages. Alors, voilà. Sauf que les choses vont changer. En 1768, une commission royale interdit aux juifs d'employer des chrétiens. Alors ça, c'est encore une autre affaire. Beaucoup de chrétiens servaient de prête-nom pour des achats, notamment pour des achats à l'étranger, pour l'import. Et donc, il y a une décision royale qui interdit aux chrétiens de servir de prête-nom pour les juifs dans leurs achats, que ce soit à l'import ou à l'export. Ah, ça va poser un gros problème, grosse difficulté. Du coup, les juifs vont commencer à être réduits dans la surface de leur activité et l'essentiel de leur activité sera d'être facteur. Encore une fois, ce n'est pas les PTT, ce n'est pas un préposé aux lettres. Le facteur est un agent économique pour les nobles, pour le roi, qui trafique dans le bois, dans le blé, euh, avec les chevaux, mais font un petit salarié. Voilà. Mais il a un savoir-faire utilisé par les nobles, mais il n'a plus l'indépendance de l'intendant. Voilà. Ça, c'est la grosse différence. Alors, le plus souvent, c'est ce que je vous ai dit avant, les Juifs sont quand même pas des commerçants internationaux. Ça, c'est une petite élite, un petit groupe. Le plus souvent, ce sont des intermédiaires. Par exemple, les Juifs de Poznan vont faire le lien avec Gdansk. Gdansk, c'est au bord de la mer Baltique. Donc là, c'est une zone d'exportation. Ils ne servent que d'intermédiaire. C'est un petit travail important, mais petit revenu. Petit revenu. Mais là aussi, à Poznan, il y aura une demande d'expulsion des Juifs. Et alors, le roi, il n'est pas d'accord, mais il a là une opportunité de regarnir un petit peu ses caisses. Et donc, il impose aux Juifs d'acheter un bon de séjour pour avoir le droit de commercer. Donc, ils peuvent rester à Poznan, mais ils payent une taxe de séjour extrêmement élevée pour pouvoir pratiquer le commerce dans cette ville, un moyen pour les caisses de l'État de se renflouer, toujours sur le dos de la bête, évidemment. Les Juifs de Cracovie. Alors, Cracovie, c'est l'extrême sud de la Pologne, c'est en Silésie. Cracovie, c'est là en bas. Voilà. C'est dans la petite Pologne, pardon. Tout en bas, là. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, c'est là. Cracovie. C'est ici. Les Juifs de Cracovie, ils vont aux foires de Silésie. C'est un petit peu plus loin. C'est toujours en Pologne, à Wrocław. Et également en Allemagne, à Leipzig et Francfort. Et là, curieusement, à Cracovie, certains juifs ont des monopoles royaux. Par exemple, on a Lejzer Mosiejewicz, excusez mon polonais, il n'est pas très bon, et Jakub Lejzerowicz, qui dès 1730 ont le monopole de la fabrication et de la commercialisation de la bière. Ça, c'est important. C'est important. Et un petit peu plus tard, leur privilège sera étendu au commerce des alcools, et du coup, ils vont monter un réseau d'auberges qui seront tenues par des juifs. Donc voilà des juifs qui ont une position importante. En principe, ils ne perdaient pas de vue que c'était pour aider la communauté. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc en montant un réseau d'auberges. Voilà. Mais la ville qui se développe le plus au XVIIIe siècle, c'est Varsovie. Varsovie, c'est en Mazovie. Ça se trouve ici. Voilà. Varsovie, c'est vers le haut de la Pologne. Voilà Varsovie. Cette région, ça c'est la Mazovie. Alors, en 1780, on est déjà assez avancé, sous l'impulsion de Shmuel Zbigniew, c'est un juif évidemment, beaucoup de juifs s'organisent, et la question m'a été posée il y a 15 jours, beaucoup de juifs s'organisent en syndicats. Ils vont s'organiser en syndicats de 200 marchands
de peau et de bétail. Un gros syndicat important. Et ce groupe collabore avec 60 facteurs, donc ces fameux agents économiques qui s'occupent des biens des nobles. Et ce groupe a 200 employés. C'est quelque chose de massif, c'est un syndicat important. Et donc ce syndicat, évidemment, arrivera à tenir tête aux bourgeois qui lui cherchent constamment des problèmes. Ils exportent vers la Silésie, vers Gdansk également, et ça va plus loin, ils ont leur propre teinturerie pour les peaux. C'est donc un syndicat puissant, important. C'est une manière de réponse aux attaques qu'ils subissent de la part des bourgeois. Voilà. Là, nous nous situons un peu avant la fin du XVIIIe siècle. Il y a d'autres organisations similaires, d'autres syndicats qui vont se développer, notamment pour l'import de produits métalliques de Silésie ou pour le commerce de potasse avec la Hollande, exportation de potasse vers la Hollande, et que c'est divers et varié. Il y a d'autres syndicats encore qui vont se monter pour le commerce du tabac et du thé avec la Russie. C'est impressionnant de voir quand même ce commerce international qui se développe comme ça, sur un pays presque ruiné, qui sort de guerres terribles, mais le commerce fonctionne. Et puis alors, il y a à Varsovie les artisans juifs. Les artisans représentent 8% du total des artisans de Varsovie. Globalement, en gros, en Mazovie, donc dans toute la Voïvodie, les Juifs représentent 37% du nombre de commerces de détail de toute la région. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Vous imaginez bien que ça ne va pas se passer en douceur, cette affaire-là. Alors, ils commercent également avec des produits agricoles et avec des peaux, toutes sortes de commerces, qu'ils soient saisonniers ou non. Dans la région de Bielsk, aussi vers le nord, les marchands juifs ne sont absolument pas spécialisés. On fait commerce de tout, absolument de tout. Ils trafiquent des produits alimentaires, de la cire, de la laine, du lin, du bétail, des fourrures, du bois, de l'alcool, des textiles. Vous voyez que c'est vraiment, ils touchent tous les domaines du commerce ou de la production. Certains arrivent à faire un commerce à très grande échelle et commercent là aussi avec Leipzig, avec Wrocław, Hambourg, Smolensk, donc les grandes foires internationales, et font un trafic très très important. En 1766, on a un décompte de 121 voyages de Juifs de Bielsk. Bielsk, c'est en Silésie. J'ai dit que c'était au nord, excusez-moi, c'est une erreur. Bielsk, c'est... Voilà, une erreur de ma part, c'est là où j'ai mon doigt. La Voïvodie jaune, c'est ça la Silésie. Donc on dénombre en 1766 121 voyages de Juifs de Bielsk vers l'étranger et la venue de 166 marchands chrétiens vers la région vers la Silésie. Donc il y a des échanges. 120 voyageurs juifs, c'est beaucoup. Ils ne voyagent pas comme ça. À l'époque, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train. Donc voilà, c'est des voyages compliqués. Les Juifs représentent 70% de l'import-export, 36% des exportations et 99% des importations. Voilà un chiffre qui est inversé par rapport à tout à l'heure. Dans cette région-là, ils arrivent à importer massivement. Bien. Alors, évidemment, ces marchands vivent essentiellement dans les grandes villes, pas dans les campagnes, à Orla, Boki, Bialystok. Et on note en 1766 également 66 voyages de marchands juifs sur le sol polonais, donc entre des voïvodies différentes, essentiellement là pour vendre des peaux. Alors, ce n'est pas la peine de retenir tous ces chiffres pour simplement vous faire comprendre que ce commerce est complexe, il est différent selon les régions, il est très actif dans la mesure où on nous laisse travailler, ce qui n'est pas toujours le cas. On a des chiffres là aussi en terre de Bielsk dans l'artisanat.
Sur 25 bouchers, le chiffre date de la fin du 18e, 1772. Sur 25 bouchers, il y a un seul chrétien. Sur 101 fabricants d'alcool, 7 sont chrétiens. Sur 107 tailleurs, 10 chrétiens. Sur 17 transporteurs, il n'y en a aucun. Sur 18 teinturiers, 16 sont chrétiens. Et sur 46 cordonniers, 42 sont chrétiens. Et ce dernier chiffre est assez intéressant parce que tout le monde a présent à l'esprit l'image du sandler, du cordonnier. Ben regardez, c'est de loin pas les plus nombreux dans cette profession. Par contre, les autres domaines d'artisanat sont largement tenus par la communauté juive. Alors, ils tiennent beaucoup d'artisanat. Alors, jusqu'à présent, tout ce que je vous raconte est formidable. Les Juifs sont puissants, font du commerce international, gèrent des grands biens, gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, oui, oui. C'est un tout petit nombre. La grande, grande majorité des Juifs, y compris ces artisans dont je viens de vous parler, vivent dans une très, très grande misère. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La toute première raison, c'est que la Pologne est sur les rotules. Elle est sortie de 20 ans de guerre qui l'ont laminée. Les villes sont détruites. Je vous ai raconté, 60% de l'agriculture a été détruite. Donc, il y a peu d'argent sur le marché intérieur. Et donc, ils tiennent un commerce, ils tiennent tout le commerce, même si vous voulez, mais un commerce qui est extrêmement faible, extrêmement réduit, qui rapporte rien, ou très très peu. Donc, ces Juifs sont effectivement dans une très grande misère. Et pour compenser leur baisse de revenus en ville, eh bien, ils vont de plus en plus s'installer à la campagne, ça nous l'avons déjà vu, malgré les interdictions. Dans beaucoup de voïvodies, on leur interdit de s'installer dans les campagnes. Et souvent, ça se passe bien, ça se passe discrètement, on graisse un peu la pâte, ça va. Mais il y a des cas où ça se passe très mal. Et par exemple, en 1778, des ordres exigent la saisie des biens. C'est pas seulement l'expulsion, c'est la saisie de tous les biens des Juifs Seder et Yankiel Berkovitch, qui étaient installés à la campagne, dans la campagne de Bielsk. Donc, c'est risqué, c'est précaire, parce que tout peut arriver, souvent ça se passe bien, mais on peut avoir une situation inversée et les gens qui perdent tous leurs biens. Et puis, il y a un changement de loi à la diète. En 1775, tout à coup, la diète annonce que les Juifs ont le droit de s'installer à la campagne dans la voïvodie de Pologne centrale, donc vraiment le cœur de la Pologne, la grande Pologne. Oui, mais uniquement dans cette voïvodie, pas dans les autres, pour le moment en tout cas. La diète, pourquoi elle prend cette décision, je ne peux pas vous le dire. Et si, pourtant, je peux vous le dire. Notamment grâce à un historien qui s'appelle Goldberg et qui voit cette autorisation pour les Juifs de s'installer dans la campagne comme une solution pour combattre la baisse des revenus seigneuriaux. Ah, ça c'est très intéressant, parce que cette autorisation s'accompagne de précisions. Les Juifs ont le droit d'exploiter la terre, de prendre les biens à bail et de tenir des auberges. En fait, dans cette région, les nobles ont perdu, ou les maniens ont perdu beaucoup de leurs revenus, parce qu'ils sont incompétents, parce que ce sont des gens qui ne savent pas travailler, tout simplement. Et donc, ils ont fait appel aux Juifs pour redresser leurs comptes. Et c'est pour ça qu'on les a autorisés à s'installer à la campagne. Les Juifs sont compétents, c'est comme ça. Et donc, ils s'installent et ils redressent les comptes du noble. Et c'est la raison pour laquelle, d'après l'historien Goldberg, que la Diète a pris cette décision concernant la Silésie. Bien. Alors, les revenus seigneuriaux augmentent et ils ont eu le droit d'exploiter des terres pour eux. Pour autant, il y a eu très peu de juifs agriculteurs malgré cette autorisation. L'essentiel, c'est la gestion des biens des nobles et la tenue d'auberges. Des auberges. Alors, ça aussi, c'est un problème. Je vous ai raconté une description d'une auberge par Vautrin.
les fameux voyageurs français, livoniens et anglais qui se sont promenés dans le quatrième quart du XVIIIe siècle en Pologne et qui ont fait toutes sortes de descriptions. Là, il y en a une autre qui confirme tout ce que je vous ai raconté. Et alors, ce n'est pas une description, c'est un inventaire des biens par les autorités polonaises, et c'est pas terrible. Klimontov, en Petite Pologne, ça c'est au sud de la Pologne, des agents du fisc visitent les biens de Jan Trevan. Jan Trevan, c'est un magnat qui a affermé ses biens à un certain Stanislas Goluszowski. L'auberge, Goluszowski il est juif, il afferme donc les biens et il a une auberge qu'il donne à un juif à gérer, mais l'auberge n'a pas de fenêtre. Il y a un grand pot en mauvais état, un mauvais poêle, un mauvais foyer, il n'y a pas même de tonneau où mettre la bière. Donc vous voyez là, une auberge extrêmement misérable, oui, mais cette auberge, elle doit quand même rapporter des sous au seigneur. Alors, aux juifs de se débrouiller. Voilà, on ne lui demande pas comment il fait, on demande juste le résultat. D'autres auberges sont en meilleur état, évidemment, vous imaginez bien. À Plaza, il y a une auberge et un moulin qui sont affermés par un juif pour 500 zlotys par an. C'est beaucoup d'argent. Et par contre, il est libre de fabriquer la bière et de l'eau de vie sans limite et d'utiliser le moulin sans limite. En d'autres termes, ce monsieur va travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour payer ses 500 zlotys et s'il arrive à dépasser un petit peu ce montant de revenus, ben ce sera pour lui. Mais ce sera très peu, très, très peu. Et quand on se rend compte qu'il y arrive, ben on va augmenter le loyer à 600 zlotys. Voilà. Encore une fois, les nobles, c'est exactement ce qui s'est passé en Europe, prennent le juif comme une éponge qu'on plonge dans la poche des paysans et qu'on essore dans la poche du noble. Et le juif est entre les deux. C'est un aimant qui tire les pièces d'or de la poche de la population et qui lâche ces pièces d'or dans la poche du noble. Rien de nouveau sous le soleil, mais c'est très bien organisé en Pologne. Dans les campagnes de Bielsk, donc en Silésie, le sud de la Pologne, les Juifs dominent clairement les auberges et les cabarets. Ils sont installés dans des bâtisses délabrées, sur des terres privées, donc ils ne sont pas chez eux, évidemment, et ne vivent clairement pas dans l'abondance. Encore une fois, ce qui gagne, l'essentiel de ce qui gagne, va dans la poche du noble. Et pourtant, la fabrication et la vente de boissons alcoolisées rapportent beaucoup d'argent aux propriétaires. Donc les auberges sont misérables, l'aubergiste est pauvre, mais le propriétaire, lui, il est riche et il s'enrichit. En 1774, on est tous dans la même période là, Pierre Malachowski exige 600 zlotys par an des juifs aubergistes. Encore une fois, c'est une très très grosse somme. Et les propriétaires exigent, alors ça c'est assez amusant, que seuls des juifs soient autorisés à être aubergistes. Eh bien oui, parce que les points de vente d'alcool sont limités par l'État. Et si c'est un Polonais qui l'exploite, ben, ça ne rapporte rien. Si c'est un Juif qui l'exploite, ça rapporte beaucoup. Donc les nobles eux-mêmes demandent qu'il y ait un monopole pour les Juifs à exploiter les auberges et les cabarets. À l'inverse, euh, à l'inverse, le magnat de Lituanie, Hugo Kolatai, exige, dans un souci de morale, ah, ça c'est joli, il exige en 1786 que les affermages de fabrication d'alcool et d'auberges en Lituanie ne soient jamais confiés à des juifs. C'est un souci de morale, évidemment. Alors ça, pourquoi? Ça lui rapporte moins que d'avoir des juifs, mais là, il y a un courant anti-juif qui existe et peut-être des pressions de l'Église, je ne peux pas vous dire la raison exacte, c'est probablement à ce niveau-là que ça se situe. Alors,
les Juifs, dans différents récits de voyage, clairement ne dominent pas tout le commerce, de loin, loin s'en faut. En, Grande, en Grande Pologne, donc le centre, les auberges sont aux mains d'Allemands polonisés, d'Allemands qui sont venus d'Allemagne donc, et qui sont devenus citoyens polonais. C'est d'ailleurs les mêmes Allemands qui, au XIe, XIIe siècle, ont amené avec eux une christianisation plus importante de la Pologne et le début des mouvements anti-juifs, en tout cas de l'instruction anti-juive. En Grande Pologne, les Juifs représentent 0,5% des auberges. Oui, c'est très disparate. C'est jamais la même chose. C'est très différent d'un lieu à l'autre. Par contre, on a de grands intendants qui ont joué un rôle vraiment important sur le plan économique. Par exemple, Israël Rubinovitch a été intendant pendant plus de 40 ans, pendant la première moitié du XVIIIe siècle, d'Elisabeth Szymanska. Elisabeth Szymanska, c'est une magnate qui a d'énormes terres latifundiaires, qui avait une confiance aveugle dans Rubinovitch et qui lui a géré ses terres pendant 40 ans. Et en fait, c'est dans la région de Sandomierz. Sandomierz, c'est aussi, c'est près de Kielce. Voilà Sandomierz, je l'ai marqué au stylo. C'est là où j'ai mon doigt. Dans la voïvodie de Sainte-Croix. Et donc, cette dame lui fait une absolue confiance, et cet homme, il a fait fortune. Comment ça? Il gère un budget de 35 000 zlotys, budget considérable, considérable. Il est compétent, il est fidèle à la famille, et ils lui ont assuré sa fortune personnelle, d'une part avec des gages très importants, vraiment un gros salaire, mais pas seulement. On lui a donné des concessions territoriales à exploiter pour son propre compte. Et puis, il est même doté de pouvoirs de coercition. Il a une petite troupe qui fait appliquer la loi si ça ne se passe pas bien. Et il a d'importants pouvoirs administratifs qui feront la fierté de la communauté, parce que lui aussi va aider sa communauté. Il est fidèle, il n'y a pas de problème, mais il aide la communauté. Donc un homme puissant. Mais il y en a d'autres comme ça, il y en a eu plusieurs. Mais c'est quand même pas la majorité, vous imaginez bien. Alors, si je veux conclure ce chapitre, on a une situation sur la situation économique et juridique. Les Juifs appartiennent à trois catégories sociales. D'une part, à la bourgeoisie, c'est les commerçants qui travaillent un petit peu bien. Une partie à la paysannerie, il y en a aussi, évidemment. Et une grande majorité font partie des catégories urbaines les plus pauvres. Donc, on a là une structure sociale qui est en train de différencier certains éléments de la communauté. C'est très important ce que je vous dis là, parce que ça va nous conduire à ce que nous verrons après. Donc, on a des riches, au fond, des moyens et des pauvres. Rien de nouveau sous le soleil, mais c'est très marqué en Pologne au XVIIIe siècle. Il y a deux caractéristiques qui marquent cette période. C'est la mobilité géographique des Juifs. Je vous l'ai dit, ils sont partis des villes vers les campagnes. Ils vont aussi changer de voïvodie. Autre chose encore, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure, ils vont émigrer, beaucoup vont partir après les massacres de Chmielniki, et aussi une mobilité sociale. Deuxième chose, ils ont d'étroits liens avec l'aristocratie foncière. Ils ont d'excellents rapports avec les magnats, avec les nobles et même avec le roi. Alors, ils sont mal aimés, les Juifs, par la presse, qui les désigne d'arriérés culturels, évidemment. Ils sont tout à fait bien placés pour parler d'arriérés culturels, tellement d'ailleurs qu'ils sont admis dans les meilleures maisons de la noblesse. Donc, des arriérés culturels, ça m'étonnerait vraiment qu'on les reçoive dans des maisons de la noblesse. Encore une fois, ce n'est pas tous les juifs qu'on reçoit, hein, c'est ceux qui ont des postes importants, des fonctions importantes, mais enfin, il y en a pas mal. Ils sont haïs par les paysans,
et par les artisans chrétiens. Nous l'avons vu, ils sont vus d'abord comme une classe supérieure, ce qui n'a aucun sens, et ils sont concurrents des bourgeois. Puis, ces pauvres juifs sont pressurés par le fisc, nous l'avons vu aussi, et très souvent surexploités. C'est le phénomène des auberges. Excusez-moi un instant. Le drame pour la communauté juive, c'est son éclatement en différents groupes sociaux. On aura exactement le phénomène dans la communauté polonaise, dans la communauté chrétienne, avec une fracture sociale profonde et durable. La société polonaise d'avant les partages est aussi en train d'éclater de la même manière en différents groupes sociaux. Et cette société accepte de plus en plus mal les juifs qui pourtant eux-mêmes sont en train d'éclater en différents groupes sociaux. Voilà à peu près ce que je voulais vous expliquer. Maintenant, avant de continuer, parce qu'à la suite de ça, ce sera les modifications religieuses en Pologne suite à tout ce que je vous ai raconté là. Maintenant, pour essayer de mettre les idées bien en place et qu'on ne se perde pas, je vais vous raconter plein de détails. Je n'ai pas noyé le poisson, hein, mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers chaque fois. J'ai pensé que je veux vous faire un résumé de ce que nous avons vu sur les Juifs de Pologne jusqu'à présent. Et ce ne sera pas très très long, hein, mais enfin un petit peu quand même. Ça fait un cours. Mais ça permettra de bien mettre les idées en place pour comprendre la suite de ce qui se passe en Pologne. Alors, la suite, c'est les conséquences sur l'économie religieuse, ce que je vous ai dit, des Juifs de Pologne. Et voyons voir ce point. Avant 1648, la Pologne a représenté une véritable terre de refuge pour les Juifs européens. Il ne faut pas l'oublier. Ils sont maltraités en Europe occidentale, c'est l'époque des croisades, etc. Mais il y en avait déjà un petit peu avant, mais surtout au moment des croisades, surtout en Allemagne. Mais d'autres Juifs sont arrivés en Pologne de Turquie, où, évidemment, le fameux royaume des Khazars, c'est une histoire un petit peu plus confuse, pas tout à fait claire, mais enfin, il est clairement, les nobles Khazars se sont convertis au judaïsme et ont pu rejoindre cette terre de Pologne. On est là au 11e, 12e siècle, à peu près 11e, 12e, 13e siècle. Beaucoup de Juifs arrivent donc essentiellement d'Allemagne, d'autres endroits aussi, mais surtout d'Allemagne, en Pologne, où ils sont très très bien reçus, nous l'avons vu, je ne m'étendrai pas longuement là-dessus. À l'époque, l'Allemagne est peuplée de deux groupes sociaux. C'est vite vu. Il y a les nobles et il y a les serfs. Les nobles et les presque esclaves, c'est tout. Une Pologne peu christianisée, largement païenne encore, avec des puissants et puis la plèbe. C'est pas plus compliqué que ça. C'est tout. Évidemment, les Juifs arrivant là-dedans auront très vite un rôle prépondérant dans toutes les activités du commerce et de l'argent, à tel point qu'ils vont même frapper monnaie pour les rois, c'est-à-dire la confiance et la puissance qu'ils ont atteinte. Ils vivent en harmonie avec les Polonais. Alors quand je dis ça, ça peut faire sourire certains, mais c'est vrai que les Juifs vivaient très bien en Pologne, il ne faut pas l'oublier, jusqu'à Chmielniki. On est là, 10e, 11e, 12e siècle, ça va durer jusqu'au 17e. Ça fait quand même un demi-millénaire où la vie des Juifs en Pologne était une vie relativement bonne. Certaines périodes, même très bonnes, meilleure que la vie des Polonais. Voilà. Alors, ils vivent en harmonie avec les Polonais, païens ou récemment christianisés, mais qui n'ont pas encore intégré les préventions anti-juives de l'Église. Ils sont devenus chrétiens, puis ça s'arrête là. Voilà. Ils n'ont pas d'anti-judaïsme dans les veines à cette époque-là. Plus tard, l'Église va travailler évidemment pour développer ses idées de peuple déicide, de peuple paria et tout ce que vous savez. En 1264, nous sommes là au XIIIe siècle, le roi Boleslas leur accorde une charte extrêmement avantageuse
qui sera considérablement renforcée encore un siècle plus tard, en 1364, par Casimir le Grand, aux grandes dames du clergé, qui n'est pas content du tout de ce qui se passe, et des facilités et des honneurs et des droits qu'on accorde aux Juifs. Alors, le clergé n'est pas content, mais les rois sont là à juger et à décider de lois qui favorisent considérablement les Juifs. À partir du XIIIe siècle, la deuxième moitié du XIIIe siècle, l'Église va vraiment s'employer à lutter sérieusement contre les Juifs, parce que pas normal qu'ils aient une situation aussi sympathique. À la fin du XIVe siècle, donc 1370-80, apparaissent les premières accusations de profanation d'hosties et de meurtres rituels. Il n'y en a pas beaucoup encore. Il y en aura beaucoup plus au XVIIIe, curieusement. Beaucoup, beaucoup plus. Alors voilà, premières accusations. 1484, on saute un petit peu. Donc fin du XVe siècle, les Juifs sont expulsés de Varsovie. C'est un épisode qu'on ne connaît pas tellement, donc voilà, ça commence à devenir un petit peu moins sympathique. Pour autant, les Juifs vivent bien, ils vivent très bien. Ils sont expulsés de Varsovie et de Cracovie. Alors, qu'est-ce qu'on constate là? À quelques siècles de décalage par rapport à l'Europe de l'Ouest, l'histoire se répète. Exactement la même histoire. Et pourtant, elle ne se répète pas du tout. L'évolution de cette histoire sera radicalement différente en Pologne par rapport à l'Europe de l'Ouest, pour plusieurs raisons. D'abord pour les positions économiques et même administratives dans lesquelles les Juifs ont pu s'installer, se renforcer, et des positions extrêmement solides, fondamentalement nécessaires à la gestion du pays par le roi, et donc ils sont là dans une position de force. La différence, on avait comme ça des gens très importants. Pensons à Abravanel, qui était le financier d'Isabelle la catholique. Elle voulait même le laisser en Espagne, lui, une exception pour lui, parce qu'il finançait le royaume. C'était une personne. Là, on parle d'un groupe précis. On parle des Juifs, pas d'un Juif, des Juifs qui sont installés dans les différents lieux de pouvoir du pays et qui administrent une grande partie, correctement d'ailleurs, ce n'est pas le problème, hein, sont des gens droits, fiables, qui administrent convenablement la Pologne. Et donc, l'évolution de cet antijudaïsme en Pologne sera radicalement différente de l'évolution de l'antijudaïsme en Europe de l'Ouest. Ils ont largement posé les bases de l'économie et de l'administration et de l'organisation du pays, à tel point qu'il sera impossible de les évincer jusqu'au XVIIe siècle, Chmielnicki. Encore une fois, on tombe sur celui-là. Leur importance numérique est un deuxième phénomène qu'on trouve moins en Europe de l'Ouest. Leur importance numérique fera d'eux une classe sociale différente, les Juifs, un groupe social, politique, économique, religieux, évidemment, une véritable nation à l'intérieur de l'État polonais. Ça n'a jamais été la situation des Juifs dans aucun pays d'Europe occidentale, y compris l'Espagne, où nous étions nombreux. On n'a jamais atteint cette puissance par rapport au pays où nous habitions. Voilà, ils sont une estimation, parce qu'on n'a pas d'imposition par capitation encore, on les évalue environ à 100 000 juifs à l'orée du XVIe siècle, fin du XVe siècle. 100 000. Une estimation, on ne peut pas donner un chiffre beaucoup plus précis. Alors, ils n'ont pas ou très très peu de concurrence. Les seuls concurrents qu'ils aient, ce sont les marchands allemands. Je vous ai parlé tout à l'heure d'aubergistes qui étaient des Allemands polonisés. On les a déjà là, dès le XIIIe, XIVe siècle en Pologne, des Allemands qui sont venus en Pologne et qui leur font concurrence. Ils viennent avec le niveau culturel, si vous voulez, d'Europe de l'Ouest. Donc, ils seront des concurrents directs des Juifs. C'est la seule concurrence qu'ils aient.
et ils exercent tous les métiers. Ils s'organisent petit à petit comme un État dans l'État, État qui sera confirmé par la création du Vad Arba Aratzot, le Conseil des 4 pays, qui est un véritable organisme politique d'autonomie juive en Pologne. Ça, c'est extrêmement important. C'est le seul pays au monde où il n'y a jamais eu une représentation politique autonome des Juifs par rapport au pouvoir central. C'est quand même un phénomène très important. Un petit peu de temps. Alors, leur mode de vie, on est là toujours avant 1648. Ils ne sont pas méprisés comme en Europe de l'Ouest. Ils possèdent des terres, ils font du commerce, ils étudient la médecine, ils étudient l'astronomie, la géographie. Certains d'entre eux sont très riches au point de posséder des villages entiers, au même titre que les nobles qui possèdent des villes entières ou des villages. Certains juifs vont posséder des villages entiers. Je vous l'avais raconté, ça, c'est quand même assez impressionnant quand on y réfléchit. Ils ne portent pas de signes distinctifs, pas d'étoiles, pas de bout de chiffon jaune comme en France, grâce au fameux Louis IX, qu'on appelle indûment Saint-Louis, qui a imposé une rouelle, etc. Vous connaissez toute cette histoire. Et bien là, au XVe siècle, fin du XVe, début du XVIe, il n'y a toujours pas de signe distinctif pour les Juifs de Pologne. Ils n'habitent pas dans les ghettos. Ils se regroupent dans un quartier qui leur convient par convenance, mais il n'y a pas de ghetto. Ils ont tous les droits du citoyen. Ça n'a jamais existé dans aucun pays d'Europe jusqu'en 1791 en France. Donc là, ils ont tous les droits des citoyens. J'imagine que pour des juifs polonais, je vois un petit peu la bouille de Maxime, ça doit être assez étonnant ce que je raconte là sur la bonne vie des juifs en Pologne. Parce que je ne connais pas un juif polonais qui a un bon souvenir de la Pologne. Et je comprends. Et c'est légitime. Mais il y a eu un avant le XVIIe siècle. Voilà, c'est ce que je vous raconte là. Alors, ils habitent par un ghetto, je vous l'ai dit. Ils afferment les impôts, donc grosse situation, exploitent des mines et des forêts, sont régisseurs de domaines ou régissent tout simplement leur propre domaine parce qu'ils en ont. Certains sont banquiers de la noblesse, sont propriétaires de villages entiers, c'est ce que je viens de vous dire. D'autres sont intendants des seigneurs. Et il y a même un proverbe qui dit « à chaque seigneur son juif », mais dans un sens tout à fait positif. Ils sont également la classe moyenne des villes. Franchement, c'est une très, très belle et bonne situation. Plus tard, cette classe moyenne sera la concurrente des bourgeois. C'est tout ce que je vous ai raconté avant sur cette concurrence, les syndicats, les procédures, etc. Autre particularité qui n'est pas négligeable du tout, dans tous les pays où les Juifs ont immigré, que ce soit en Espagne, en France, en Allemagne, en Angleterre, les Juifs ont adopté la langue du pays. Or là, leur puissance est telle qu'ils ont gardé comme langue l'allemand. L'allemand qui, par un processus qui ne m'appartient pas, c'est l'affaire des linguistes, je peux vous en dire quelques mots, mais par un processus lent est devenu le yiddish, mais le yiddish est une langue germanique à l'origine. Et donc ces juifs qui habitent en Pologne parlent l'allemand ou le yiddish, peu importe comment on l'appelle. Évidemment, avec le temps, quand ils seront plus tard, ils apprendront le polonais pour pouvoir aller dans les écoles, mais ça c'est beaucoup plus tard, au 19e, dans la mesure où ils peuvent y aller. Mais leur langue vernaculaire, c'est le yiddish. C'est le seul cas d'une population juive immigrée dans un pays qui n'adopte pas la langue du pays et qui garde son langage propre. Alors évidemment, les Juifs en Espagne, leurs écrits religieux étaient en hébreu ou en arabe quand ils venaient de pays arabes, très souvent. Mais l'espagnol, ils étaient obligés de s'exprimer en espagnol au quotidien, ce qui n'est pas le cas en Pologne. C'est une particularité. Alors, ils ont un degré élevé d'autonomie interne
sur le plan national. L'organisation, c'est un CAL, une circonscription. Le CAL, ce n'est pas seulement une communauté, c'est la communauté et la circonscription tout autour qui a de très grands pouvoirs. Le CAL collecte les impôts. Il a une police intérieure. Il organise évidemment la synagogue, s'occupe de l'instruction, contrôle le marché du travail. C'est intéressant. Par exemple, un artisan, il faut que son père ait été artisan pour que le fils puisse être artisan, et sinon le fils, ou un jeune qui commence, il a des années, quelque chose comme 13 ou 14 ans d'apprentissage avant de pouvoir avoir une titularisation comme artisan. C'est le CAL aussi qui nomme les rabbins. Et puis, il y a un contre-pouvoir au CAL, ce sont les Chevrot. Alors, les Chevrot, vous connaissez tous la Chevra Kadisha, évidemment, la Chevra qui s'occupe des défunts et des enterrements, est souvent une source de financement très importante. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les Chevrot de Tzedaka, de philanthropie. Il y a les Chevrot qui se chargent de payer les rançons pour les otages. Et c'est intéressant de vous le signaler parce que là, l'otage, c'était quelque chose d'assez courant, mais c'était pour monnayer de l'argent. Pas ce que nous avons aujourd'hui avec le Hamas, ça n'a rien à voir. Mais donc une chevra pour le rachat des otages. Et évidemment, la chevra Kadisha dont je vous ai parlé, ces chevrotes font un véritable contrepoids à l'autorité du Kahal, qui sinon aurait tout pouvoir. Donc eux, ils ont pas mal d'argent. Avec l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est pas nouveau, ça date de la haute antiquité, c'est toujours encore vrai aujourd'hui. Eh bien, les chevrotes ont souvent plus d'argent que les Kahal eux-mêmes, et donc représentent un contrepoids, un esprit un petit peu plus démocratique. Voilà. À partir du moment où tous les juifs de Pologne sont globalement imposés, le roi dit, voilà, je veux 100 000 zlotys par an de la communauté juive. Point. Eh bien, les Kahal vont être obligés de se rencontrer pour répartir l'impôt, évidemment. Ils se rencontrent 2 fois par an, tous les 6 mois. Une fois lors de la foire de Lublin, on a vu où c'était tout à l'heure, au printemps, et une fois lors de la foire de Yaroslav, qui est une ville qui se situe à cheval, enfin, une région qui se situe à cheval entre l'Ukraine et la Pologne. C'est la région autonome de Galicie. Vous avez déjà entendu parler des Galicianes, dont on parlait avec beaucoup de mépris, à tort, Maxime en fait partie, et qu'on opposait aux Litvaks, les Lituaniens, qui étaient la noblesse juive. Et donc, lors de ces réunions, ils vont répartir l'impôt, mais pas seulement. Ils vont débattre de problèmes religieux. Et ils vont largement discuter de tous les problèmes individuels qu'il y a dans toutes les communautés. Le Conseil des 4 pays va être créé à cette occasion et il sera un véritable parlement juif. C'est à la suite des réunions à Lublin et à Yaroslav que va naître ce conseil avec l'accord du roi qui va durer quand même 2 siècles. C'est important, de 1580 à 1764. Une longue période où la judéité polonaise est gouvernée par une instance parlementaire constituée de 30 membres qui prend toutes les décisions concernant les Juifs, sauf les décisions qui relèvent évidemment du roi. On l'a même comparé à certains moments à un Sanhédrin, évidemment pas selon les termes de la halakha, mais un Sanhédrin. Jamais, dans aucun pays au monde, les Juifs n'ont bénéficié d'une telle autonomie. Dans aucun, je dis bien pas seulement en Europe, dans aucun pays de l'exil, évidemment, les Juifs n'ont bénéficié d'une telle autonomie. Et évidemment, cette situation, vous me laissez encore 2 minutes, cette situation est aussi une source de conflit. Parce que chaque Kahal veut payer le moins d'impôts possible, c'est évident. On a vu cette situation en Espagne déjà, on l'a vu dans d'autres pays, on l'a vu même en Babylonie à un moment donné.
chaque communauté veut payer le moins possible. Alors ça donne lieu à de grosses discussions. On se prend au collet et chaque intervenant défend les intérêts de sa communauté ou de sa région. Et du coup, ces discussions vont donner une autorité énorme à un corps de métier très particulier que vous connaissez bien et qui s'appelle les rabbins. Les rabbins, l'enseignement jusque-là était très moyen en Pologne, très moyen. Il y avait, comme partout, un petit peu, mais il valait ce qu'il valait. Sauf que là, maintenant, les rabbins vont être amenés à répondre à des questions de toutes sortes de domaines, financiers, matrimoniaux, de propriété, de relations avec l'autorité. Il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils apprennent. Et vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Pour apprendre, on va créer un réseau de yeshivot. C'est cette époque-là, le 16e et surtout le 17e, qui vont être le moment d'explosion des yeshivot en Pologne et qui vont faire naître cette Pologne que nous connaissons tous par au moins par ouï dire, de gens religieux qui savaient étudier, qui avaient une profondeur dans l'approche du Talmud et de la Torah, tout à fait exceptionnelle dans l'histoire du judaïsme. Voilà ce qui a provoqué cette naissance d'un judaïsme extrêmement vivant, très perspicace, très chercheur, qui fouille, qui recherche tout ce qu'il peut pour apporter des réponses à une communauté qui est en demande de réponses conformes à la halakha, une halakha qu'il faut étudier. C'est à ce moment-là que va se développer ce réseau de yeshivot. Il y en avait avant, bien entendu, déjà. Il y en avait même déjà une à Lublin. Il n'y avait pas grand-chose. Le judaïsme était traditionnel, religieux, vraiment religieux, mais sans énormément de savoir. Il y avait bien entendu des savants, il y avait des rabbinim, mais il n'y avait pas une grande diffusion. Là, maintenant, on va avoir une diffusion très importante et je ne vais pas tout vous dévoiler parce que sinon on y est encore dans une heure. Moi, je veux bien, mais je crois que vous allez être fatigué. Je vous ai raconté plein de choses. En tout cas, euh, le développement de ces structures d'études sera un élément déterminant de ce que deviendra le judaïsme de Pologne. Et en fait, c'est une organisation politique qui amène ça. C'est très intéressant comme phénomène. Le judaïsme, je ne parle pas en Israël, c'est autre chose. Mais dans la diaspora, le judaïsme, c'était une religion. Religion qui s'appuyait sur la Torah, le Talmud, on étudiait, voilà, point. Et voilà que là, c'est une structure politique qui induit un développement de l'étude halachique. Ça, c'est tout à fait nouveau, c'est tout à fait original et c'est unique dans l'histoire du judaïsme. Voilà une manière de voir l'histoire un petit peu différente et où on voit cette imbrication entre la puissance de cette communauté et le développement de l'étude. À tel point que dans les foires, il y a un mot que vous connaissez tous, le pilpoul. Mais c'était une fierté de faire du pile-poule. C'était un véritable jeu social de se rencontrer et en polonais, en yiddish, on disait Zuk mir ein Teure, dis-moi un petit morceau de Torah, dis-moi un verset de Torah, explique-moi quelque chose. Et après, on discute, on fait du pile-poule. Et cette gymnastique intellectuelle était un véritable jeu social, était un lien entre les juifs de toutes les régions de Pologne. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Les marchés deviennent un lieu de rencontre et de plaisir national au travers du pile-poule. C'est quelque chose de fabuleux. Le grand plaisir, c'était de discuter, de batailler autour d'une halakha, autour d'un pasouk, autour d'un shtikel teure, un petit morceau de Torah. Voilà. Je crois que je vais non, je vais encore vous dire quand même quelque chose, parce que ça aussi, ça change. Cette érudition talmudique qui est extrêmement prisée, très respectée, très reconnue, va donner des titres de noblesse aux gens pauvres mais érudits. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux.
Le pouvoir était détenu par les gens riches, comme partout, c'est tout à fait normal, c'est la norme des choses. Et voilà que des jeunes, ou des moins jeunes, pauvres mais érudits, accèdent à un véritable titre de noblesse par leur savoir talmudique. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose de tout à fait révolutionnaire, parce que c'est un savoir qui est largement diffusé. Voilà une des particularités du judaïsme de Pologne. Je n'ai pas fini mon résumé, mais on verra la suite la prochaine fois. Sinon, vous allez avoir une tête comme un chou farci. Voilà, si vous avez des questions, je suis... Ah oui, alors, heureusement que j'ai ma meilleure épouse qui me rappelle de vous souhaiter à tous Purim Sameach, Rak Besorot Tovot pour tout Am Israël. Oui, Saméar. S'il y a des questions, Bechavod. Amen, amen, amen. Oui, pas de question. Bon, monsieur, été clair alors. Non, non, moi, je voudrais dire quelque chose. Tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure. Tu as dit que pour la première fois, l'étude a été engendrée par une situation politique, n'est-ce pas? C'est ça que tu as dit. Oui. Eh bien, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est précisément de cela que nous avons besoin en Israël pour, comment dire, développer, pour devenir un État juif. On a besoin d'étudier pour savoir à quoi devrait ressembler un État juif au point de vue de la justice, au point de vue de l'économie, au point de vue de l'éthique. Voilà. Bravo, Brigitte. Joli, une belle chute. C'est toi qui as fait la chute. Ah, bravo, bravo. Très juste. Vraiment très intéressant. Bravo. Toda rabba, Purim Tadala, sameach. Tadala, c'était bien. C'est vraiment, c'est tellement juste ce que tu dis là. C'est vrai. Voilà. Je souscris. Tu souscris. Ben, je veux qu'il y ait beaucoup de gens parce qu'il y a un énorme travail à faire, voilà. Voilà. Toda rabba, Purim sameach. Merci. Georges, une Oui. question bête. Mais quand tu Non. dis qu'ils avaient des titres de noblesse malgré qu'ils étaient pauvres, tu parles pas du nom rabbi, quoi. Ça veut dire qu'ils devenaient vraiment, ils changeaient de classe. Non. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Un pauvre, c'était un pauvre. Hein, on n'a pas beaucoup de respect pour les pauvres. Hein. C'est comme ça, c'est rien de nouveau sous le soleil. Ah non, ton dit. Or là, un pauvre, mais qui avait une érudition, devenait quelqu'un d'extrêmement respecté. On verra, je n'en ai pas parlé parce que sinon ça vous entraîne trop loin, mais par exemple, des gens fortunés mettaient leur fortune à la disposition d'un gendre, à condition qu'il soit érudit. Ils tiraient une fierté pour eux, c'est la fameuse histoire de die Ringen und die Stangen. Sur le Aaron HaKodesh, il y a des anneaux et il y a des barres en bois de chittim. D'accord? Les anneaux sont les gens qui ont l'argent, qui supportent les barres en bois de chittim qui portent l'Aaron HaKodesh. Donc, c'est une idée qui est développée dans le Talmud. Comme quoi, il y a une partie de la population qui est fortunée et qui soutient une partie de la population qui étudie. Eh bien, c'était un peu ça. Les familles fortunées se faisaient un point d'honneur de trouver un gendre qui soit un Talmid Chacham, parce que c'était leur honneur. Et donc, le pauvre qui était un Talmid Chacham avait bénéficié d'un formidable respect, ce qui n'existait pas auparavant. C'est l'érudition qui lui donne, entre guillemets, un titre de noblesse, et non pas la richesse. Toda Une rabba. idée très neuve. Je voulais savoir, ces joutes de Talmud, elles se faisaient où? Quoi, c'est Vous l'avez Yeshivot? dit peut-être. Oui. Non, mais Pile-poule, quand le les Ah, gens... les pile-poule. joutes, le pile-poule. Oui, le pile-poule, oui. Alors, tout endroit était prétexte au cas. On se rencontre dans les marchés, ça je vous l'ai dit. Mais ça pouvait se passer à la choule le matin, le Shabbat matin en sortant de la choule, ou même tout simplement en semaine. On sort, on discute rapidement d'un verset, et on a une joute, et on discute. Au lieu de Alors, parler de la pluie et du beau temps, et du cours j'en sais rien, des pots de bœuf, eh bien on discute d'un petit point de halakha.
et on se chamaille bien là-dessus. On fait du pile-poule, pile-pelle, c'est le poivre, c'est épicé, ça excite un petit peu l'essence. Voilà l'idée. Et ça, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique de voir qu'on prend un peu de temps libre pour discuter d'un petit point de Torah. Pour pouvoir le faire, il faut avoir la connaissance. Pour avoir la connaissance, il faut apprendre. C'est toute l'idée de ce judaïsme de Pologne, mais qui, je précise, tout de suite, mais on en reparlera, les gens étudiaient, mais travaillaient. C'est tout ce que j'ai à dire. On voit ça dans Yentel. Tu l'as vu, Yentel? Oui, Le film. absolument. Eh ben, Absolument. tu vois l'honneur qu'on fait à l'enfant qui est en yeshiva, hein, Tout à comme on le fait. reçoit. Tout à fait. Absolument. C'est juste, Nicole. Tout à fait. Et c'est vraiment un état d'esprit, et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est les conditions, l'environnement politique, économique, social qui a amené cette promotion de l'étude. C'est un phénomène tout à fait fascinant. Une Voilà. remarque, s'il vous plaît, si on m'entend. Oui, Oui, André. Oui, André. euh, Oui, bien. J'ai souri. Vous m'avez pas vu parce que j'ai pas de vidéo là, mais j'ai souri quand tu as parlé du pouvoir des révrotes dans la communauté, puisqu'elles avaient l'argent. oui, Puisque dans la communauté où j'étais pendant de nombreuses années, et que je ne nommerai pas, un des sujets qui revenait fréquemment à la réunion de la Moatsa, c'était l'argent de la Chevra Kadisha. ah On en ben, avait évidemment. besoin pour les investissements et la Chevra Kadisha les lâchait, mais il fallait discuter. Ils discutaient longtemps et ils demandaient toujours qu'on dise bien que cet argent vient de la Chevra Kadisha. Et le président répondait et disait non, c'est l'argent de la communauté. Voilà, donc apparemment, c'est quelque chose qui existait déjà au XVIIe siècle, au XVIIIe, hein, le même problème. Vraiment. Tout à fait, tout à Ouais, fait. On a vu des révrots de Kadisha, Kadishot, renflouer littéralement les communautés ouais. qui étaient complètement endettées, qui s'en sortaient plus. Mm. Ah, Ouais, voilà, mais bon, il y a aussi, il y a cette querelle. Elle renflouait, mais apparemment, ça s'arrachait. On leur arrachait le sang de ça, leurs veines en ça l'air. dépend du président de la Ouais, Révra, mais je peux te dire, dans ouais, toutes les ouais, communautés, en tout cas autonomes, comme c'est le cas par exemple en Alsace et aujourd'hui, la Révra, la Révra a de l'argent, parce que l'enterrement, etc., tout ça, ça rapporte de l'argent. Mais on le met à disposition d'autres coupotes, et notamment de la tzedaka, évidemment, ouais. sans les arracher au forceps. Un autre point pour anticiper sur tes cours futurs, les étudiants des chivotes dont on parle formeront au XXe siècle la base des mouvements révolutionnaires athées. À tous. Pas tous, Oui, bien pas sûr, tous, bien évidemment, entendu. bien Mais sûr. c'est là que seront formés de nombreux révolutionnaires juifs, par ailleurs. Ça, on va en parler. On va en parler. Ce sera la suite de notre histoire. J'ai parlé des profonds changements dans la structure, dans l'économie religieuse de la Pologne suite à Chmielnicki. Alors, en voilà un, mais on va voir d'autres conséquences, notamment avec Franck, plus tard avec les Lumières. Il y a encore beaucoup de choses à raconter. Mais tu as raison, André. Merci. Alors, je dirais pas qu'il n'a pas perdu le contrôle, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il est souverain dans son propre pays. Et dans ce pays, Ah, il a aujourd'hui, il gouverne. Lydia, Merci beaucoup, j'ai pas Bonne entendu sa mère. Moi non quelque chose, plus. mais j'ai pas C'était la entendu. radio, je crois.